Mesdames, Messieurs, on se retrouve. On a donc le plaisir d'accueillir Dr Ibrahim Choukli, expert en sécurité, en matière sécuritaire. Vous êtes également enseignant à l'Académie de police du Caire. Bonsoir, M. Patrick. Bonsoir. Fier d'être avec vous ce soir et avec M. Chia. Docteur Choukli, merci beaucoup. Nous parlions justement du sommet de la COMESA qui est prévu à Sharm el-Sheikh ces jours-ci. Alors, parlez-nous des préparatifs sécuritaires de ce sommet. Donc, si vous me permettez, je peux prendre ça dans le cadre général de la coopération égypto-africaine, y compris la coopération sécuritaire, bien sûr. Parce que si je parle de préparatifs, je parle des forces de police qui sont bien posées là-bas, qui ont pris leur place, qui connaissent bien quelle sera la situation sécuritaire, comment protéger les gens, comment faire des gardes-corps, la garde rapprochée aussi, comment aussi contrôler la situation sécuritaire au niveau de la cité de Sharm el-Sheikh. Et ça, c'est bien sûr, c'est un travail qui est bien connu par les policiers et les sous-officiers égyptiens, et aussi en coopération avec les services généraux et le renseignement généraux. Bien sûr, on prend en considération toutes les informations qui nous viennent même de l'étranger concernant comment ça, il y a des représentants des pays étrangers, donc nous avons besoin d'informations qui viennent de l'étranger. Et on n'oublie pas certainement qu'il y a une sorte de coopération étroite entre la police et les forces armées dans ce cadre-là. Mais si vous me permettez aussi, je parle de la coopération en général, du point de vue sécuritaire avec l'Afrique. Vous savez qu'il y a eu, il y a des années, un centre africain, le Centre africain de recherche, qui se trouve au sein de l'Académie de police, qui s'occupe de former les officiers, les futurs officiers de police africains, surtout les cadres africains dans les divers domaines, dans les gardes-corps, dans le domaine antidrogue, dans le domaine de la falsification, beaucoup de domaines. Et ça rend aussi une grande coopération entre l'Égypte et nos frères africains, parce qu'ils ont besoin de cette coopération. Ils reçoivent en Égypte tout ce qu'ils ont besoin, et ils reçoivent aussi des réponses sur toutes les questions qu'ils posent eux-mêmes, qu'ils ne peuvent pas trouver la réponse ailleurs. Alors, dans le cadre de cette coopération aussi, l'Égypte envoie des délégations des officiers de police à l'extérieur pour faire une sorte de coopération, pour aider, pour être comme des conseillers techniques auprès des forces ou des états-majors de la police des divers pays africains. Moi, personnellement, je faisais un de ces éléments un de mes jours au niveau de l'Afrique. Et aussi, si on parle aussi de nouveaux systèmes qui se trouvent au sein du ministère des Affaires étrangères, qui sont en contact avec les ambassades égyptiennes en Afrique, et que nous recevons à travers le ministère des Affaires étrangères nos frères africains qui viennent ici chez nous en Égypte pour passer des études. Il y a quelques semaines ou quelques jours peut-être qu'on a fait une cérémonie, une grande cérémonie au sein de l'Académie de police où le ministre de l'Intérieur a participé avec le chef d'état-major de l'armée égyptienne concernant la décoration et la remise des diplômes pour les divers des cadres de police africains et autres aussi qui ont déjà terminé leurs études au sein de l'Académie de police. Aussi, chez nous, à l'Académie de police, je parle pour être plus décisif concernant la faculté de police qui reçoit les élèves qui ont terminé leurs études secondaires Sanoyama pour joindre l'Académie de police. Donc aussi on donne la permission d'accepter les élèves africains, mais sous une seule condition, qu'ils connaissent bien la langue arabe, parce que les études sont en arabe, bien sûr les études, les matières de police, et en plus les matières de droit équivalent que le même système qui se trouve au niveau de faculté de droit. Or, si un Africain connaît la langue arabe, il peut participer comme élève à l'Académie de police. Nous avons jusqu'à maintenant des élèves qui viennent du Tchad et d'autres pays qui connaissent la langue arabe, mais ceux qui ne connaissent pas la langue arabe, ils rejoignent comme cadre de police, le centre de recherche de la police. Ça, c'était notre système d'études. C'est une formation, ce n'est pas une étude sous forme de licence ou diplôme supérieur, mais simplement ce sont des cadres qui prennent des études de formation sur le terrain concernant les divers domaines de la police, comme je viens de vous expliquer. Quels sont les pays africains qui sont les plus
En contact avec nous. En contact avec l'Égypte. Oui, oui, concernant... Vous avez parlé du Tchad. Oui, ce que je viens de citer, le staff... L'arabe est une des langues officielles. Oui, c'est une des langues officielles. Bien sûr, on reçoit aussi les Djiboutiens. Moi, je connais que... Oui, moi, je connais, oui, en Mauritanie, les Djiboutiens aussi, parce que moi, je connais... j'ai passé, moi, 3 ans comme... le conseiller technique du chef d'état-major de la police djiboutienne, donc je connais qu'ils connaissent l'arabe, c'est une langue officielle aussi. Mais je veux vous dire de nouveau que la plupart ou tous les États africains participent sous forme de stage et nous avons chez nous des interprètes, des traducteurs qui font la traduction selon le cours, selon les visites officielles qui se terminent au sein de l'écho du ministère de l'Intérieur, du département. Supposons qu'il y a quelqu'un qui vient prendre un stage au niveau de la protection des ports et des aéroports. On va lui faire aussi, après les études et les stages, on va lui faire une visite officielle au niveau de l'aéroport du Caire par exemple, pour voir comment la police fonctionne là-bas. Et là, il y a une traduction qu'on lui présente. Donc, ce n'est pas un problème pour nous, c'est très facile d'en présenter. Si vous me permettez, du point de vue, ce qu'a dit monsieur le général Ibrahim, c'est très important du point de vue intelligence. Vous avez une expérience africaine aussi. Oui, non, c'est très très important ce qu'il fait l'académie de police, parce que ça aide l'intelligence contre l'antiterrorisme qui se passe. Parce que maintenant, ISIS, elle vient du Tchad, elle vient du Gabon, elle peut rentrer d'autre part. Oui. Quand vous avez des relations qui sont bien faites et bien étudiées avec les pays africains, vous fermez beaucoup de portes qui peuvent... je pense que les réunions de Sharm el-Sheikh porteront également sur la lutte antiterroriste. Bien, Dr El-Ramli, on laisse un petit peu l'Afrique, maintenant on passe aux relations entre l'Égypte et les autres pays de la région du Proche-Orient. Oui. Et éventuellement un peu plus loin peut-être, puisqu'on va peut-être aborder l'Italie aussi. Oui. Où en est-on des relations entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite qui auraient peut-être souhaité une implication plus soutenue du Caire dans le conflit yéménite? Je crois que le Caire a été très transparente. Elle a dit qu'on va aider n'importe quel pays arabe à se faire défendre, mais à ne pas attaquer d'autres pays. Et ça a été très clair et très franche. C'est des questions politiques. L'Arabie Saoudite veut faire la guerre dans la Syrie. Je ne crois pas que l'Égypte va rentrer dans ça. Du point de vue national, du point de vue international. C'est pour la Syrie. La Syrie. Pour le Yémen, l'Égypte a aidé en mer Rouge. En mer Rouge avec les maritimes seulement, oui. Oui. Vous avez quelque chose à dire à propos de ces relations Vous savez, pour avec l'Arabie Saoudite concernant notamment le conflit au Yémen, et ensuite on passera à la Syrie, qui ressemble un petit peu à la situation yéménite, mais où l'Égypte n'est pas du tout impliquée. Bien sûr, voilà la position des Égyptiens concernant les conflits arabes en général. C'est-à-dire, l'Égypte, c'est le grand pays du monde arabe, bien sûr, c'est le siège de la Ligue arabe aussi. Donc, c'est un pays qui peut protéger n'importe quel pays arabe, mais qui ne peut pas faire une agression ou commencer par faire une guerre. Donc, la protection au niveau du Yémen peut prendre une aide au niveau maritime, puisque nous sommes complètement ou totalement experts dans ce domaine. On a fait déjà cet acte-là l'année 73, durant la guerre d'octobre, donc on connaît bien toute cette région-là. On a une relation étroite avec la région du Corne africaine. On peut aider, et maintenant, si on fait ce travail-là, c'est un travail aussi qui sert la vie maritime internationale, puisque tout le monde passe par le Corne africain. Donc c'est un travail qui aide aussi pour le monde entier et pour l'affaire entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Donc, ce n'est pas nécessairement que tu dois faire un travail sur le terrain avec les forces armées sur le terrain. Il faut que tu aides. Et le moyen pour donner votre aide, il y a plusieurs moyens. Aériens, maritimes et d'autres. Et le plus important de tout, ce que vient de dire M. Hicham, c'est les services d'intelligence. C'est-à-dire l'échange d'expertise, les informations mutuelles entre les deux parties. Tout ça, c'est une sorte d'aide. Donc si l'Égypte a fait ça, donc elle a déjà gardé sa promesse de protéger nos pays frères arabes. Bien, est-ce que... On protège nous-mêmes, notre canal. Le canal de Suez, puisque c'est la voie maritime, effectivement. Mais est-ce que l'Arabie Saoudite est satisfaite de ce soutien égyptien, où elle s'attendait à plus, sachant surtout que pour la Syrie, les États-Unis auraient souhaité une intervention égyptienne
Aussi, l'Arabie Saoudite a demandé, il faut d'avoir l'Égypte au Pakistan, qui n'a pas voulu non plus, qui a décliné. Oui. Alors, est-ce que l'Arabie est satisfaite de cela? C'est pas une question de satisfaction. Nous, on a été très clair, notre président est très clair, il ne va pas intervenir à ça. Sauf en cas d'attaque Exactement. contre... Et on sait, tout le monde sait que ce grand plot du printemps arabe, là, ça ne marche pas avec nous. Monsieur Patrick, si vous voulez, est-ce qu'on peut prendre le plan dans notre regard? C'est-à-dire, supposons que l'Égypte a accepté de participer dans tout le genre de guerre qui est tout autour de nous. Qu'est-ce qui va rester chez nous aussi comme armée égyptienne? Exactement. Ce n'est pas logique, c'est pas normal qu'on va se disperser notre force ailleurs. Oui. Premièrement et fondamental, c'est protéger notre pays. Voilà. Parce que si on protège l'Égypte, le monde arabe continuera. Sinon, c'est fini le monde arabe. Bien justement, l'ancien président Mohamed Morsi avait suggéré une implication plus forte de l'Égypte en Syrie, ce qui a peut-être précipité son départ. Oui. Parce qu'il avait laissé entendre qu'il pouvait envoyer une armée sans avoir même demandé à l'armée si elle voulait le faire. Il voulait soutenir les frères musulmans là-bas seulement. Oui, et justement. Est-ce que... quelle est la position de Riyad dans ce cas-là et quelle est la position des pays occidentaux à propos de la Syrie et d'une éventuelle intervention égyptienne, puisque les Occidentaux recherchent une armée de terre qui puisse faire la loi sur le terrain? Non, après vous, monsieur. Merci. Bon, eux, ils ne cherchent pas quelqu'un qui fait le travail sur le terrain, ils cherchent quelqu'un qui sera la victime. Exactement. Donc si on participe nous-mêmes sur le terrain, nous serons la victime parce que la chose que je sens que c'est un dommage, que ce sont le monde arabe et aussi les islamistes qui sont eux qui vont mourir. Hein. Même les Turcs sont des musulmans aussi, même s'il y a des différences entre les deux pays. Et les Saoudiens sont nos frères aussi, sont des musulmans. Et les Égyptiens et d'autres. Hein. Mais on va voir que les forces internationales qui sont à l'extérieur, ils font seulement le plan. Hein. Ils dirigent tout le monde, ils ne s'interviennent pas. Donc ce ne sont pas eux qui mourent. Ils sont arrêtés à mourir vraiment après la Deuxième Guerre mondiale. Ils nous laissent nous à mourir. Oui. Donc c'est pas logique. C'est pour cela que je parle de conflit. C'est un complot qui est très clair pour tout le monde. Moi j'ai vécu en Syrie, j'ai vu ça. C'est un grand... Parlez-nous de votre expérience en Syrie. Monsieur, moi j'ai vécu dans 37 pays. La première chose qui m'a étonné en Syrie, que le plus pauvre de la Syrie et le plus riche mettait M. Bachar sur son mobile. J'ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit, il est très bien, il nous a fait ceci, ceci. J'ai vu moi-même, 7 ans, cette personne, 88% et plus, l'aime beaucoup. C'était le pays le plus calme, le plus sécurité du monde. Les femmes marchaient à 6 heures du matin. Il y avait une augmentation d'investissement, beaucoup de choses qui étaient très bien. Il y avait de l'extraction pétrolière. Et puis il nous faisait un petit peu la concurrence en matière vestimentaire. Exactement. L'Égypte importait pas mal de vestes, de pantalons. Un pays qui n'a pas de dette à n'importe qui. Et de bonne qualité. Et il n'avait pas de dette à n'importe qui. C'était un pays très stable, très fort. Et qui maintenait toute la population, qu'il soit sunnite, qu'il soit chiite. J'ai vécu avec des chrétiens, avec des Arméniens, ils étaient très bien. Et tout à coup, j'ai vu là-bas, j'ai vu comment l'argent était distribué pour faire des grèves et des choses comme ça. J'ai vu avec mes propres yeux, je suis revenu en juillet 2012. Je n'ai pas vu n'importe quel... Quand ils ont commencé à faire des... Et vous êtes musulman sunnite? Oui, monsieur. Et j'ai vécu avec les Arméniens. Oui. Mon bâtiment. Non, je veux dire parce que on dit toujours que c'est le président qui est alaouite, etc. Monsieur. Tout ça. Maintenant, qui est le vice-président de Bachar? Il est sunnite. Il est sunnite. Il y a des chrétiens, il y a avec lui. C'est un grand complot que personne ne veut voir. Tout ce qui a été fait avec soit des frères musulmans ou des gens qui ont pris de l'argent pour faire ça. C'est un complot très clair. Si vous avez un commentaire, si vous me permettez, oui, je vais aller un peu loin de monsieur Hicham. Je ne veux pas dire ni Bachar ni autre. Je ne suis ni pour ni contre. Pour la Syrie. Je veux parler